Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Benoît Prato et je suis ravi de vous accueillir pour le podcast de l'Adidas Terrex Maxi Race, le podcast qui parle de la Maxi Race, de ses petits secrets et de ses belles histoires. Nous sommes ici pour vous faire découvrir les coulisses de l'événement et ses acteurs, qu'ils soient organisateurs, bénévoles ou coureurs. Pour ce premier opus d'une série de 6 épisodes qui nous emmènera jusqu'au week-end de l'événement, les 30, 31 mai et 1er juin 2025, j'ai le plaisir d'accueillir Stéphane Agnoli et Patrick Baladier, directeur et co-directeur de course de l'Adidas Terrex Maxi Race. Bonjour Stéphane, bonjour Patrick. Bonjour Benoît. Bonjour. Alors Stéphane, juste avant d'entrer dans les débats, pourquoi un podcast ? Bonjour Benoît, bonjour les Maxi Trailers. Effectivement, on se lance dans cette idée de podcast et de vidéo. Qui seront certains plus intellectuels, d'autres plus concrets, pour avoir une relation un petit peu plus concrète avec les coureurs et avoir un petit peu plus de B2B, leur expliquer un peu plus dans le détail tout le long de l'année comment se prépare un événement, pour qu'ils puissent arriver sur l'événement aussi avec un peu plus de connaissances sur l'Adidas Terrex Maxi Race, son organisation, mais aussi donc les coulisses, un peu de préparation, un peu de tuyaux pour qu'ils aillent approfondir leur prépa, leur matos, pour qu'ils arrivent décontractés, sereins et qu'ils comprennent bien ce que c'est que l'événement. On va croire que Stéphane a déjà lu tout le conducteur parce qu'il a lancé le débat de cet premier épisode. Comme tu l'as dit Stéphane, on va parler de la Maxi Race et pour un premier épisode, le mieux c'était peut-être d'évoquer comment se prépare et s'organise la Maxi Race, c'est-à-dire est-ce que c'est une question de jours, de semaines, de mois, combien de personnes vont travailler sur l'événement et surtout quelles vont être les différentes étapes de la construction. Mais avant de commencer, on aime bien commencer par des petites questions pièges. Comment chacun, vous me répondrez chacun à votre tour, vous définiriez la préparation de l'Adidas Terrex Maxi Race avec des mots de trailer en fait? Avec des mots de trailer, je sais pas, mais intense, surprenante, cohésion. Moi, j'aimerais bien ces petits mots, ça me parle, dans le sens où il n'y a rien qui est tracé sur la préparation, il y a toujours des surprises. Et puis, il faut qu'on soit solidaire à tous les moments de la prépa, que ce soit maintenant ou le jour de l'événement. Et c'est vraiment ce qui définit, à mon sens, je ne sais pas Patrick, mais toute cette préparation, quoi. Pour moi, à titre personnel, c'est passionnant. Et après, à titre collectif, je pense que c'est énormément d'interactions. Et puis, c'est une montée en puissance chaque année, avec le point d'orgue qui est l'événement. Mais c'est vraiment le collectif, qu'il soit sur les parcours ou en préparation. C'est vraiment toujours de l'interaction entre les équipes. Et on sent cette montée en puissance progressive. Et on arrive sur l'événement où on se retrouve à 500, 600 personnes du staff. Et avec une super coordination et des super moments partagés. Voilà, Patrick, tu évoques quelques chiffres. Est-ce pour déjà mettre un cadre en termes de chiffres, c'est combien de bénévoles sur l'événement, c'est combien de bénévoles sur l'année, c'est combien de salariés, ça représente quoi en fait, organiser la Maxi Race en termes humains? C'est un petit peu compliqué, mine de rien, à quantifier tout ça dans le détail, mais si on fait des macro-chiffres, une Maxi Race, déjà, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que c'est presque 1 année et demie de travail pour concevoir l'édition. Ça ne se fait pas en 2-3 mois. C'est-à-dire qu'en fait, là, on est à quelques mois, dans 6 mois, ça sera l'édition 2025. Quelque part, l'édition 2025, elle a commencé en janvier 2024, avant même l'édition 2024. Alors, un petit peu plus tard. Donc, c'est vrai qu'en 2024, quand on organisait les championnats d'Europe mixés à la Maxi Race, on était déjà sur les prémices de l'organisation de 2025. Parce que quand tu organises ton événement, tu penses déjà aux modifications de l'année qui va arriver. Et tu es en train de construire ça, que ce soit avec les partenaires ou que ce soit avec les membres du staff, en disant, tu vois, ça merdouille un peu, l'année prochaine, on fera ça. Donc, il y a vraiment cette philosophie-là qui est, quand tu es en train de produire, tu réfléchis déjà aux modifications de l'année d'après, que ce soit au niveau des parcours et autres. Et du coup, sur cette grande année, voire année et quelques mois,
On peut considérer qu'il y a, si on parle en équivalent temps plein, entre 4 et 4,5 temps plein sur une année. Ça concerne 7 personnes, donc c'est réparti, sachant que les personnes font d'autres choses au niveau de la structure durant l'année. Hein. Mais si on parle que de la Maxi Race, donc c'est 4,5 temps plein à peu près. 6 mois avant, on rajoute 2 personnes. 3 mois avant, on en rajoute 3 autres. Et ce qu'il faut bien comprendre aussi, que là, on parle donc de salariés, de contrats apprentissage, de stagiaires. On rajoute autour des prestataires spécifiques, qui ont des missions bien spécifiques à l'année. Et on rajoute une quinzaine de structures associatives qui œuvrent à leur rythme. Certains que pendant la semaine de l'événement, d'autres un peu plus durant l'année. C'est quasiment que des associations du bassin annécien d'ailleurs. Et viennent se rajouter à ça des chefs de section, comme on les appelle, ça peut être ravitaillement et section, qui eux, suivant leur mission, là il y en a déjà qui vont parcourir la montagne, les chemins, parce qu'on avait une interrogation sur tel chemin. Est-ce que sur des nouveaux parcours de repli que Patrick pourra détailler par la suite, est-ce que ça c'est cohérent ou pas? Donc pour pas qu'on ne regarde que de nous, il y a d'autres personnes qui interviennent tout le long de l'année sur les parcours aussi. Voilà. C'est un ADN de la Maxi qui est, en plus de la société événementielle, tout plein d'associations autour qui profitent à des excédents de l'événement pour vivre leur vie d'association. C'est important aussi chez nous, mais ça fait partie de la construction de l'événement de A à Z aussi. Comme tu disais, vous anticipez les modifications. Petite question, Patrick, pour faire un peu du teasing sur cette édition 2025. Qu'est-ce qu'il y aura en 2025 qu'il n'y avait pas en 2024 finalement? Parce que comme tu l'as dit Stéphane, on a préparé des choses, on a pu voir qu'est-ce qui allait pas, et voilà. Qu'est-ce qu'on peut dévoiler et On va faire un condensé de tes 2 dernières questions. Parce que tu disais le temps de préparation d'une Maxi Race. Par exemple, les nouveautés cette année, c'est passé sur le parcours autour du lac à 100K, donc à 100 km. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a pensé, ça fait déjà 2-3 ans qu'on y pense. On avait plusieurs possibilités, c'était refaire un ultra, c'est-à-dire plus de 115 km, ou passer la Maxi Race à 100 km. Donc en fait, c'était différentes options. On va voir sur le terrain, parce que on va sur le terrain avec Stéphane et puis avec nos chefs de section pour reconnaître certains endroits. On a eu des études qui ont été faites sur une grosse extension, justement par un chef de section. Et après, nous, c'est à nous d'analyser et de choisir. On a fait le choix plutôt d'avoir une Maxi Race à 100 km. Donc ça, c'est à peu près, c'est 2-3 ans de réflexion et une année de travail. Parce qu'après, finalement, on se dit, passer 92 à 100 km, c'est que 8 km. Mais les 8 km, en fait, il va falloir, on en reparlera tout à l'heure, je crois que c'est le sujet. Il y a une interaction qui va être très importante parce qu'il faut faire un consensus avec l'ensemble des acteurs. Donc, en fait, on ne choisit pas un endroit par hasard. Et puis après, juste avant que tu répondes à la deuxième question, pour rebondir sur l'histoire du 100K, c'est une modification, mais elle vient de l'organisateur, elle vient d'une demande des coureurs ou des deux finalement? C'est les deux en fait. On sait que c'était une attente des coureurs. On a beaucoup de coureurs qui nous ont parlé de redépasser les 100 km. Voilà, donc effectivement, nous après ça nous interpelle, on est à l'écoute des coureurs. Donc on a senti qu'il y avait une volonté commune, qu'on avait la possibilité de le faire, il y avait une attente de la part de la communauté, donc on s'est dit, on va tenter de le faire. Parce que quand il y a l'idée, et après il y a la mise en place. C'est quand même 2 étapes différentes. C'est ça, ça reste un jeu subtil finalement chaque année, d'arriver à trouver un équilibre entre les modifications nécessaires au bien des coureurs, au bien de l'organisation, et les souhaits à la fois de l'organisation et des coureurs. Oui, parce qu'en fait l'extension, on ne peut pas la faire partout. Il va falloir trouver l'endroit où la faire. Il y a tout ce qui est espace naturel, il y a tout ce qui est terrain enclavé ou sentier, où là on ne va pas pouvoir faire d'extension. Et puis après, je prends par exemple les relais. Si à un moment on fait l'extension de 8 km sur un des 4 relais du Tour du Lac qui est déjà le plus long, ça ne va pas être possible en fait, à ce niveau-là. Donc en fait, on a toute une étude qui est à faire. Et pour aller plus loin sur l'évolution, en fait,
on avait fait un sondage par rapport à l'ultra. Ce que nous on appelle un ultra, bon on est d'accord, l'ultra c'est à partir de 80 km, donc le maxi race c'était un ultra en soi, mais nous ce qu'on appelait notre ultra race c'était quelque chose qui faisait plus de 115, 120, 130 km. Il y avait quand même beaucoup de gens intéressés, mais malgré tout pour le mettre en place, hormis les problématiques techniques qu'on aurait pu rencontrer, il y avait aussi le fait qu'il y ait un vrai écart de distance entre le Tour du Lac classique et cet ultra. Le Tour du Lac classique, le plus petit parcours qu'on ait réussi à faire depuis 15 ans, depuis 2011, ça a été 82 km. Là, l'année dernière, donc en 2024, on était à 94 km de mémoire par rapport à des problématiques organisationnelles terrain. On a le droit de passer sur ce chemin-là, on ne peut plus utiliser celui-là, il y a un éboulement, il y a tel lieu de ravitaillement possible, etc. Donc, en étant à 94, si on crée un 130 km, le delta entre les deux, il n'est pas assez grand. Il n'y a pas de cohérence de rajouter ces 35 km, il n'y a pas d'intérêt pour le coureur non plus. On aurait été sur un Tour du Lac à 80, 82, oui, un 130 avait son intérêt. Du coup, en étant à 94 et il y avait deux modifications qui se dessinaient plus ou moins obligatoires, qui montaient le parcours à 96, on s'est dit effectivement on va rajouter les 4 km, on est à 100, 101, ça dépend comment on mesure. Là, il y avait de la cohérence et ça remplissait un peu le cahier des charges des deux, c'est-à-dire ceux qui voulaient un 100 bornes et plus et ceux qui voulaient un Tour du Lac, quoi. Donc c'est là où ça vient s'additionner les raisons de ceci et de cela qui font que le parcours fait 100 bornes. Finalement, rajouter 4 km, ça semble simple, mais comme ça, dit sur le papier, mais ça doit être quelque chose de très 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 compliqué, Patrick, parce que finalement, rajouter 4 km, c'est, comme tu le disais auparavant, c'est aller sur d'autres sentiers, c'est traverser peut-être des alpages, contacter d'autres mairies, propriétaires terriens. Après, je ne veux pas dire que c'est compliqué. Disons que c'est une analyse qu'il faut faire. Et après, je pense que ça fait quand même plusieurs années. Ça fait 15 ans que la Maxi Race elle est quand même installée sur le bassin annécien. Je crois qu'on a créé un réseau d'échanges avec que ce soit les communes, que ce soit les communautés de communes, que ce soit tous les opérateurs ou les gestionnaires d'espace, les alpagistes, les propriétaires privés. Donc, une fois qu'on a cette connexion avec eux, qu'on a créé, je pense, une relation de confiance parce qu'on est à l'écoute les uns des autres, et ben voilà, quand on arrive avec un projet, voilà, déjà ils nous font confiance. Je pense qu'ils savent que les projets qu'on propose, ils sont déjà bien ficelés, ils sont déjà bien avancés, ils sont réfléchis, on a pris en compte les enjeux environnementaux. Donc voilà, il y a plutôt un accueil positif. Et puis après, ben, ils nous disent effectivement si c'est possible ou pas. Parce que de toute façon, les gestionnaires, ou que ce soit toutes les entités et les parties prenantes que je viens de citer, en fait, ils ont une vision à long terme de la forêt et des espaces naturels. Nous, on vient pour 3-4 jours. Donc, ils savent qu'on est respectueux de l'environnement. Malgré tout, ils savent aussi que nous, on est à leur écoute parce que on sait qu'ils ont cette vision à long terme et on respecte cette vision à long terme. C'est pour ça que parfois, le parcours, des coureurs peuvent se dire mais pourquoi on passe pas à tel endroit, ça change sur 1 kilomètre. Ben parce qu'il y a un gestionnaire qui nous a dit bah écoute, cette année, si tu peux éviter de passer par single, mais plutôt prendre la grosse piste, parce que nous, on a un enjeu pendant cette année sur cette zone-là. Donc bah, nous, on va être à l'écoute. Et c'est comme ça qu'on crée la relation de confiance aussi. Et puis en participant à l'ensemble des tables rondes, sur tous les espaces naturels autour du bassin annécien, où maintenant on est conviés. Et je pense qu'on est écouté. Ce qui est compliqué, c'est, vous l'avez compris, c'est la cohérence entre ce que les gestionnaires, les collectivités demandent et le coureur qui vient participer à l'événement. Parce qu'il faut qu'il s'y retrouve quand même, faut que le parcours soit sympa, faut qu'il y ait des points de vue, faut qu'il y ait, voilà. Et nous, ce qui est compliqué à faire, c'est de mettre les deux sur le même tableau pour réaliser les modifications de parcours. Là, par exemple, on s'est dit, on fait partir la course donc du grand tour de 100 km aux alentours de 2h du matin, c'est échelonné par rapport au SAS. Parce que l'intérêt, c'était aussi que les kilomètres qu'on rajoute,
est justement un intérêt pour le coureur. Donc si on rajoute ces kilomètres en milieu forestier au milieu de la journée, qui fait que ça leur cache des points de vue sur le lac ou autre, il n'y a pas d'intérêt pour le coureur, il va faire des bornes pour faire des bornes, ça ne nous plaît pas. Parce qu'on est déjà coureur avant tout et que quand on court, il nous faut un intérêt. Du coup, on a combiné le départ à 2h du matin, l'extension sur un plateau en haut du Semnoz, c'est l'endroit où il y a le lever de soleil sur le plateau, et comme ça, ils profitent un peu plus du lever de soleil. Et du coup, au lieu que ça concerne qu'un tiers des coureurs, ça va concerner quasiment la moitié des coureurs qui vont avoir et profiter de cet instant magique en haut du Semnoz avec le lever de soleil sur la chaîne du Mont Blanc, des Aravis, et la Tournette, etc. Donc il y a vraiment cette combinaison entre ce que les collectivités, l'intérêt du coureur, l'horaire de départ, l'horaire des courses, il y a tout un travail, et c'est ça qui est compliqué en fait, c'est pas juste de rajouter 1 kilomètre. Finalement, ça fait combien d'intermédiaires en tout ? On arrive à savoir ça, même si c'est très difficile de répondre. Je te laisse répondre. Je sais pas. Bah, on prend l'exemple sur le plateau du Semnoz. En plus, moi, c'est un endroit où je vais courir régulièrement, donc que je connais parfaitement, de jour comme de nuit. Donc, ça va être, ouais, c'est entre 10 et 12 personnes. C'est entre 10 et 12 personnes, mais après, voilà, il y a les privés, il y a les institutions, voilà, il y a les alpagistes. Faire le tour du plateau, pour nous, c'est vraiment un cadeau qu'on va faire aux coureurs, mais ça prend énormément de temps. Parce qu'en fait, on est aussi sur une incertitude. C'est-à-dire qu'on a une période, les alpagistes sont montés, pas montés, ça dépend de la météo, ça on le sait 15 jours avant. Donc, est-ce que les parcs sont faits ou pas ? Ils seront faits partiellement. Voilà, il y a 5 alpagistes là-haut. Voilà, il y en a un où on peut passer à un endroit si c'est sec. Si c'est pas sec, ben, on va pas pouvoir passer. Donc on a quand même toujours aussi, même si on met les choses en place, on a quand même une incertitude. La seule chose qu'on sait, c'est que le soleil va se lever et que ça va faire un beau panorama. Voilà. Et encore si c'est pas brumeux. Mais en tout cas, on met tout en place. Et donc voilà. Après c'est en fait, c'est cet échange-là, par exemple avec les alpagistes du Semnoz, il a été convenu, puisqu'on va passer au milieu d'une ferme, voilà, il a été convenu que on va faire une zone de silence. Voilà, s'il y a des accompagnants qui souhaitent monter là-haut, il faudra qu'ils montent à pied. Et puis voilà, c'est une zone où on va essayer, voilà, c'est un beau panorama, mais on va essayer de faire une zone de quiétude, non seulement pour les animaux s'ils sont là-haut, pour les coureurs aussi, pour bénéficier un peu de cette ambiance de lever du soleil du matin, et puis pour le respect des alpagistes et de leur travail. Et puis voilà, ils nous laissent une porte ouverte. Bah, nous à côté, il faut qu'on fasse le taf. Quand Patrick il parle de 10-15 personnes, c'est par rapport aux 2 km de plus sur le plateau. Ouais, hein. là, on ne parle pas du tour du lac. Hein. Le tour du lac, ça ne se compte pas, c'est impossible. Voilà. Sachant que l'impact qu'il y a aussi de rajouter ces quelques kilomètres en haut du Semnoz va impacter, d'où le calcul des horaires aussi de départ, va impacter l'horaire de passage sur tout le reste du parcours. Et aussi le fait qu'il y aura plus d'écart entre le premier et le dernier. Plus d'écart entre le premier et le dernier, c'est donc plus de temps passé dans la montagne, si on prend sur la fin qui est le secteur du Verrier. Ça veut dire que derrière, il y a des incidences sur les secouristes, parce qu'ils vont rester plus longtemps, mais ils ont des nombres d'heures maximum à faire avant de faire des rotations. On ne va pas faire une rotation pour 20 minutes de plus. Les médecins, tous les jalonneurs, tout le staff qui englobe derrière. Les bénévoles qui restent à un point, si le premier coureur passe à 10h et que le dernier passe à 18h ou 19h, ça fait une amplitude horaire énorme pour un bénévole. Et bon, ils n'ont pas ces amplitudes. Là, chez nous, il y a des coupures, il y a des rotations et il y a des échanges, tout comme les secouristes et les médecins. Mais ce que je veux dire aussi un peu par là, c'est aussi, et on va tomber sur les portes horaires, du coup, parce que tout est réfléchi du coup. On arrive sur un 100 bornes, il y a plus d'écart, on augmente donc le premier au dernier, mais on crée des portes horaires aussi par rapport à la gestion des rotations des secours et autres. Comme je le disais, pour essayer de tenir les tarifs des dossards à peu près raisonnables sur des tarifs à peu près raisonnables, et on pense l'être, c'est aussi ne pas rajouter toute une rotation de secouristes
qui implique de faire un chèque supplémentaire qui est indexé au dossard. Donc pour éviter ça, c'est aussi là où on calcule tous les horaires de la course. Donc on rajoute quelques kilomètres en haut du Semnoz. Malgré tout, ça influe sur à peu près toute l'organisation jusqu'à la fin, jusqu'au ravitaillement d'arrivée. J'aime bien poser des questions un peu certaines fois qui font devoir surveiller ou devoir sur table comme à l'école. Je sais que Patrick est maître de conférence aussi parfois. Donc c'est à toi que je vais m'adresser, Patrick, à ce niveau-là. T'inquiète, on va pas te louper un moment. Ouais, je sais. on parle des parcours. L'idée, c'est peut-être, d'une façon assez simple, sans rentrer dans les grands détails, mais expliquer à partir du moment où on a l'idée d'un parcours dans sa tête, jusqu'à ce que la course ait lieu, comment ça se passe. Quelles sont les étapes à franchir ? Je parle peut-être de dépôt de dossier en préfecture. On parlait tout à l'heure des alpagistes, mais il faut parler peut-être des mairies. Tout à l'heure, tu évoquais le cas avec Stéphane de l'enseignement de l'Ultra Race de 115 km, qui était finalement sur 2 départements. Ça pose aussi peut-être pas des problématiques, non, mais voilà. Non, comment ça se passe en fait ? T'as l'idée, déjà, comment vient l'idée ? C'est des délais. Après, t'as dit dans ta tête, non, c'est dans nos têtes. En fait, ce soit Stéphane, ce soit moi, ce soit nos chefs de section, ce soit nos bénévoles. Dans nos associations, on a des associations qui font de la randonnée aussi, pédestres, et eux, ils connaissent souvent des petits spots dans leur coin, donc ils nous en parlent aussi. Voilà, même si on connaît beaucoup de chemins, on les connaît pas tous. Voilà, c'est dans les échanges. Donc déjà, c'est d'aller faire un tour sur le terrain, de voir. On imagine si c'est cohérent, mais en fait, c'est pas quelque chose qui est au départ, c'est pas quelque chose qui est construit. Parce que, en fait, c'est de la créativité. Donc, à un moment, on laisse aller un peu notre imagination. Des fois, on part dans des trucs un peu fous. Et puis, finalement, après plusieurs nuits, on va reconnaître, on va tracer. À un moment, on arrive à quelque chose qui nous paraît assez cohérent. Et à partir du moment où c'est cohérent, on va voir tous les impacts que ça a. Parce qu'en fait, tu fais un changement de 2 km, Stéphane, il vient de l'expliquer. En fait, ça a un impact sur toute l'organisation. Donc, déjà, voilà, est-ce que ça va rentrer dans le cadre ? Est-ce qu'on va rentrer dans le moule de nos parcours ou du parcours cité ? Et puis après, on regarde qui est... En fait, tu vas pas aller chercher un gestionnaire en particulier. En fait, comme il y a beaucoup de gestionnaires et beaucoup de communes, il y a la commune qui est effectivement les élus qui vont être... ça va être primordial d'aller les rencontrer. Et puis après, tu as les gestionnaires, après tu as le Grand Annecy, tu as l'ONF, le Parc des Bauges, tu as la CCVT, je pourrais les citer... régulièrement. De toute façon, par exemple, je prends l'exemple, nos parcours qui aujourd'hui pour 2025 sont validés, ils sont dans les mains du Parc des Bauges, ils vont les analyser et puis ils vont nous faire des retours. Voilà, on sait très, très bien que là où ça a changé, il n'y a pas d'impact. Malgré tout, je prends l'exemple pour les championnats d'Europe. À un moment, on avait un super parcours, un super spot. C'était vraiment avec l'équipe de Faverges. Et puis nous, on est allé faire des recos, on avait trouvé un super parcours. Mais finalement, c'était dans la réserve. La réserve avait un peu bougé. Il y avait des restrictions et on s'est dit que finalement, en termes de sécurité, c'était pas possible. On n'a pas pu offrir ce qu'on voulait offrir, mais on a quand même pu offrir une belle boucle sur une montagne. Donc, en fait, tu peux pas. Il n'y a pas une hiérarchisation. Il y a juste des deadlines qu'il faut respecter. Et comme on disait, c'est à peu près 18 mois, 2 ans, 18 mois, où tu mets les choses en place. Et puis après, tu as des choses qui évoluent jusqu'au dernier moment. Je le disais tout à l'heure, les impondérables, l'incertitude, ça va évoluer jusqu'au dernier moment et ça peut changer, mais ça fait partie de l'organisation d'un événement. On évoquait, juste pour rebondir sur la question des parcours, tu évoquais le parcours des championnats d'Europe qui est celui cette année et l'an dernier de la Chocs Race, qui auparavant était un parcours secret. C'est là la difficulté sur un parcours comme celui-ci, que tu renouvelles tous les ans, le travail est plus important. Ouais, alors le parcours secret, ça a été un super concept, mais après, faut pas se cacher que c'est assez compliqué de mettre en place chaque année un nouveau parcours. Déjà, il y a le côté qu'Annecy est quand même un peu enclavé avec le Verrier, il n'y a pas énormément de sentiers qu'on peut utiliser. Donc en fait, on était toujours un peu sur un parcours secret, mais en fait, on savait que les 18 derniers kilomètres, c'était un peu compliqué d'être vraiment secret. Donc après, on avait des super idées, mais il y a la problématique de la neige, de l'altitude. Est-ce qu'on a une saison avec une pétée de neige et que finalement, le parcours ne va pas être utilisable ? C'est plutôt sec, on va pouvoir l'utiliser.
Et puis finalement, les championnats d'Europe ont fait qu'on a mis de côté ce parcours secret, on s'est focalisé sur un 60 km, comme ça on a mutualisé, on a offert un format qu'on n'avait jamais offert aux coureurs. Et puis on s'est aperçu que finalement, ça mettait en valeur aussi le bout du lac, avec le secteur de Faverges et de la communauté de communes des sources du lac. Ça faisait découvrir un nouveau massif d'un côté où on n'allait jamais, une remontée aussi vers les Balmettes où on n'allait jamais, et on se dit que ce format de 60 km, il est assez intéressant pour les coureurs, et puis finalement, ça fait passer du 42 au 100 km, ça fait une marche intermédiaire, et donc ça peut permettre aux coureurs aussi de monter progressivement. Donc ça peut être intéressant. Je t'avais coupé, Stéphane. Ouais, mais c'est hors sujet maintenant, donc je te laisse débrouiller. Hein. Bon, je vais te laisser. Non, mais pour rebondir un peu sur le parcours secret, alors, c'est vrai que 2026, on ne sait pas ce qu'on fera. On n'y a pas encore réfléchi si on repartait en parcours secret ou si on maintenait le 60 bornes. Mais vu que vous avez dit qu'on réfléchissait à peu près 18 mois, il faut revenir vers vous au mois de janvier, c'est ça, comme ça. Voilà, peut-être qu'au mois de janvier, près, on saura si en 2026. Parce que là, en fait, on est sur pas mal de surprises d'organisation qu'on est en train de gérer. Mais pour revenir un petit peu sur la question que tu avais posée à Patrick, et pour donner un macro calendrier pour que les gens se rendent un peu compte, sur une Maxi Race 2025, en fait, durant le mois de juillet, il y a un premier courrier aux communes pour leur donner la date de l'événement 2025. En septembre, Patrick, Patricia et d'autres font le tour d'à peu près entre septembre et on va dire maintenant mi-novembre, fin novembre, font le tour de toutes les communes et des différents acteurs, pour voir s'il y a des choses vraiment à changer, etc. Donc il y a tout ce travail qui est fait. Donc Patrick, il a rencontré quasiment toutes les communes. Moi, j'y allais quand j'avais pas d'autres rendez-vous. Et donc là, ça se met en place et les dossiers, en fait, de chaque commune sont déposés. Les dossiers de parcours sont en analyse, comme disait Patrick, par le Parc des Vosges, par exemple. Il faut quand même se rendre compte que plus de la moitié du parcours est dans le Parc des Vosges. Donc voilà le timing pour que aux prémices des vacances de Noël, en gros, le dossier préfecture il soit prêt. Et il est déposé juste après en janvier, quoi. Voilà. Et quand on fait ça, si on doit bouger des zones de ravitaillement ou autre, ça implique énormément de travail d'études. Si on met un chapiteau, il faut faire des études de sol, il faut faire pas mal d'ingénierie dessus. Et ça se change pas en claquant des doigts. C'est pour ça qu'il nous faut quand même des fois beaucoup de temps pour changer des choses. Et des fois, on a une envie ou une demande de changement et on dit attends, là, il nous faut 8 mois de travail pour faire ce changement. Est-ce qu'on peut le faire l'année d'après ? Voilà. Donc, on a aussi tout ça dans le timing d'organisation que si ça donne des idées un peu aux gens. Et au mois d'avril, on a tous les chefs de section qui vont courir sur nos chemins, sur les chemins de la course, pour vérifier l'état des chemins après l'hiver. Vérifier s'il y a des arbres qui sont tombés pour rentrer justement en contact avec les gestionnaires pour qu'ils puissent débiter les arbres et rendre les chemins aux randonneurs. Donc on sert aussi un petit peu de personnes qui vont voir un peu tout ce qui se passe dans ce beau GR qui fait le tour du lac d'Annecy. Et ça permet à tout le monde de pouvoir rendre la montagne le plus accessible possible dès le début de la saison des randonnées. Tracer un parcours, c'est un enjeu. J'ai une question par rapport à ça, parce que c'est vrai que finalement, c'est une arrivée à Annecy. Avec la XL Race, c'est le Tour du Lac en un jour ou 2 jours, c'est Doussard, avec le départ le dimanche de la Marathon Experience depuis Doussard. C'est aussi maintenant, avec la Shox Race, un départ du côté de Faverges. Comment on gère ces flux de coureurs en termes de mobilité, parce que ça fait finalement plusieurs points de départ, ça fait du monde sur les sentiers. La mobilité, c'est. Tu parlais de nouveauté tout à l'heure, 2025, puis après on est parti sur le parcours. La nouveauté, ils ne le savent pas encore, les coureurs, c'est qu'à Annecy, ils se mettent tous dans le lac et ils vont à Doussard en nageant. C'est pas grand-chose, il y a une vingtaine de kilomètres de natation et ça devrait bien se passer. La swim race.
Ouais, donc il y a tout ce qui est une question de mobilité, puisque c'est le sujet. Et effectivement, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de mettre en place... alors, pour les départs qui sont délocalisés, comme Doussard et Faverges, c'est relativement simple. Doussard, c'est une option que choisit le coureur ou pas. Aujourd'hui, on a 60% des coureurs qui décident de prendre une navette qui est mise en place entre Annecy et Doussard. Donc 60%, c'est bien, mais je pense qu'on peut faire encore mieux. Pour Faverges, c'est 100% des coureurs qui doivent prendre la navette parce qu'elle est obligatoire pour les 60 km, parce qu'effectivement, il y a une contrainte et qu'on ne veut pas saturer pendant la nuit le secteur de Faverges. D'accord ? Et puis, c'est un accord avec la commune. Voilà. Après, Menton-Saint-Bernard, donc au départ délocalisé pour le quart de tour, effectivement, c'est des navettes à option aussi. Donc là, on a 25% des coureurs qui le prennent. 25-28. Je pense qu'on pourrait monter beaucoup plus. Voilà. Et puis après, il y a la mobilité globale autour du lac. Donc, il faut savoir que la problématique, puisqu'on a la photo là, je vais pousser la petite cloche. En fait, si on regarde, nous, on est sur 3 communautés de communes. En fait, communauté de communes du Grand Annecy, donc en gros, elle va jusqu'à Douin et jusqu'à Talloires. Ici, on est sur la communauté de communes des Sources du Lac. Et ici, on est sur la communauté de communes de la vallée de Thônes. Et en fait, chaque communauté de communes a sa mobilité. Et donc aujourd'hui, il n'y a pas de mutualisation entre les différentes communautés de communes parce que c'est des enjeux, c'est des investissements, c'est des études qu'ils font eux aussi et le temps est long pour mettre ça en place. Et donc nous, on a décidé cette année de mettre en place cette mobilité. Alors on est en train de travailler dessus. Comme quoi, tu vois, 2025, c'est pas loin, mais on n'a pas encore communiqué dessus parce que, voilà, on est encore en train de travailler dessus. Ça va prendre, je pense, encore de longues semaines. Il faut que ce soit voté en conseil communautaire parce qu'on va essayer de faire une mutualisation entre les services publics et ce que nous, on peut rajouter à côté. Donc, c'est un gros travail. Et là, on est aidé par nos interlocuteurs. On en parlait tout à l'heure. Là, tu vois, sur la mobilité, on travaille beaucoup avec le Grand Annecy, on travaille beaucoup avec la société Transdev. Et voilà, on essaie de faire une ingénierie, d'utiliser leurs compétences et de nous mettre en les idées qu'on a par rapport à la mobilité des coureurs. Donc c'est un travail qui est long et puis tu vois, on parle de 18 mois mais des fois on est 5 mois avant et elle n'a pas encore fini. Il faut savoir qu'il y a 6 ans, la Maxi Race, elle avait déjà mis ça en place et parfois tu as les bonnes idées un peu trop tôt et on est un peu en avance sur notre temps, donc ça avait été enlevé et puis cette année on sent que, enfin ça fait déjà 2-3 ans qu'on y pense, mais on sent que voilà, là, on a la possibilité de le faire parce que les ingrédients sont mis en place. Maintenant, voilà, c'est toujours pas finalisé, mais je pense qu'en février, on va pouvoir communiquer dessus. Et voilà. Donc, en fait, pour vraiment cette mobilité des accompagnants, des abandons autour du lac. Après, les bus à option, ça s'est mis en place et il n'y a aucun souci. Parce que le challenge, en fait, c'est la grosse différence entre il y a 6 ans et maintenant, c'est que c'est de s'appuyer le plus possible sur les bus existants du Grand Annecy. Parce qu'on s'est rendu compte qu'on rajoutait des bus aux bus existants. Complètement débile. Autant utiliser le bus existant et trouver l'accord avec eux pour qu'on puisse utiliser les bus existants et après les bus privés qui viennent compléter le service public. Et donc, c'est ça que Patrick travaille, mais voilà, il faut du temps pour le faire. Donc, on a de forts espoirs de pouvoir le faire dès 2025. Peut-être qu'on n'y arrivera pas, que ça sera 2026. Hein. Moi, je mets encore un petit peu de... Patrick est très confiant. Moi, je dis, attention, des fois, les choses prennent du temps. Mais voilà, l'idée, c'est d'arriver à mixer le service public et privé. Pour arriver à proposer à ces accompagnateurs, voire à certains coureurs, de pouvoir mieux circuler sans utiliser leur voiture au bord du lac. Stéphane, question, finalement, en t'écoutant, le coureur, on l'a dit depuis le début, reste la première préoccupation de l'organisation. Est-ce que c'est dans ce cadre-là aussi que vous avez décidé ces dernières années de limiter le nombre d'inscrits ? Oui, mais pas que. Parce qu'aujourd'hui, juste avant que tu commences, c'est combien au total sur l'ensemble des courses de coureurs ? On est à 7000 coureurs maximum. C'est vrai qu'en 2019, on était à 10 000.
et qu'on volontairement, on est redescendu à 7000. Alors, il y a l'aspect coureur, il y a l'aspect aussi de ce qu'il y a autour des coureurs. C'est-à-dire qu'un coureur va générer des accompagnateurs. Donc, va générer pour certains des voitures, pour d'autres des bus. Mais malgré tout, quand tu diminues 3000 personnes, coureurs, tu diminues aussi quasiment 7000 personnes au total, parce qu'il y a tous les accompagnateurs. Et c'est là où il y a l'intérêt de diminuer, parce que on va générer moins de flux sur certains secteurs du parcours et aussi au bord du lac à Annecy. Et tu redonnes un petit peu plus aux habitants d'aisance de vie. Parce qu'un événement, quel qu'il soit, effectivement, il perturbe la vie courante. Il perturbe plein de choses. Donc, l'idée de diminuer de 3000 personnes, c'était de diminuer toutes ces perturbations aussi autour. Et puis, c'était aussi la petite touche carbone. Parce qu'on avait essayé il y a quelques années, ça devait être 2016 ou 2017, mais peut-être qu'on était un peu en avance sur notre temps, d'inciter les gens à prendre le train. Donc il y a une autre course au pied du plus haut sommet d'Europe qui a lancé cette dynamique. Donc nous, on avait testé quelque chose du style il y a quelques années, et ça n'avait pas vraiment marché. Et on s'est dit, ça marche pas trop, comment faire pour avoir ce réel impact en fait sur l'économie carbone. Le plus grand impact, c'était aussi de diminuer de 3000 personnes qui ne se déplacent pas. Il n'y a pas plus grande économie carbone là-dessus. Donc c'est effectivement un peu plus d'aisance pour le coureur sur l'événement. C'est un peu plus d'aisance pour les habitants, c'est un peu plus d'aisance carbone, c'est vraiment un mix de tout ça, la réduction en fait à 7000 personnes. Et on s'est rendu compte depuis 2011 que 7000 personnes, c'est des choses qu'on arrivait à gérer sur le lieu de départ-arrivée, aussi des courses. Parce qu'on a des quantités, alors on augmente, on diminue, on essaye de trouver la bonne jauge. Effectivement, en plus, la bonne jauge, elle n'est pas la même quand il fait beau temps ou mauvais temps, au niveau des zones de départ, et sur le parcours aussi. Du coup, on a essayé de trouver le juste milieu de ces 7000. Et ça, on a pu le faire aussi. On rajoute, parce que c'est assez important, c'est que passer de 10 000 à 7000, c'est ça en moins en budget. Soyons clairs, on va parler un peu sous. Et ce ça en moins en budget, pour ne pas faire exploser le prix des dossards pour les gens qui viennent, c'est grâce aux partenaires privés qui ont mis la main à la poche pour compenser en fait cette diminution d'entrée d'argent et garder le même service qualitatif aux coureurs. Parce que 1 euro encaissé des coureurs est utilisé pour l'organisation de la course. Et ça, on arrive à le garder. Donc depuis 2018, depuis 2017, on est toujours sur la même chose. Et ça, on y arrive, c'est grâce aux partenaires privés. Et j'insiste là-dessus parce que sans eux, les prix de dossards, ils exploseraient. Juste une dernière question sur le nombre de coureurs. Il y a plusieurs épreuves. Hein. Il y a le Tour du Lac, le quart de tour, le demi-tour, la Shox Race. C'est comment on définit le nombre de coureurs par course ? Parce qu'il n'y a pas 1000 coureurs sur toutes les courses. Il y en a où il y en a un peu plus. Il y en a... Comment ça se passe ? Ça se détermine déjà par jour. Donc on a 2 journées d'organisation. Et la première chose qu'on détermine, c'est combien il y aura de coureurs par jour sur le chemin. Parce qu'un chemin, voilà, il va pouvoir absorber tant de personnes. Donc, quand on a déterminé ce chiffre, qui est à peu près 3000 et des boîtes, personnes jour. Alors, ça ne fait pas 7000. Comment ça se fait ? Parce que les relais, en fait, ils sont 2, 3 ou 4. Ils sont inscrits, mais il n'y en a qu'un qui est sur le chemin. Je pensais que tu étais plus scientifique, que tu aurais relevé. T'as pas relevé ? Non, il doit y avoir des scientifiques qui écoutent. Donc voilà, donc c'est pour ça que ça tombe pas à 7000. Donc c'est à peu près 3000 personnes jour. Et à partir de là, on regarde, il y a quelle course qui court ce jour-là.
Et c'est là où on détermine le nombre de personnes qu'il va avoir au départ de chaque course. Et puis après, il y a aussi que quand tu fais le tour du lac, tu as beaucoup plus le temps que les coureurs s'étalent sur le parcours. Et donc, quand ils arrivent sur les secteurs où le flux doit être plus étalé, concrètement le Verrier, la fin du parcours, le flux doit être assez étalé. Donc là, on n'a pas de souci d'envoyer quand même beaucoup de personnes au départ du Tour du Lac, parce qu'ils vont passer étalés à la fin. Si on prend un quart de tour, on ne peut pas envoyer 2000 personnes en même temps sur un quart de tour, même pas 1000 personnes, parce que dans le Verrier, on aura trop de densité. Donc le quart de tour a des départs avec des vagues beaucoup plus courtes, beaucoup plus petites qu'un Tour du Lac, parce que les gens vont pouvoir s'étaler, alors que la montée du Semnoz, il y a beaucoup de grosses pistes et moins de monotraces. Donc voilà, c'est tout un calcul comme ça, comme la Shox Race de Faverges. Toute la première boucle dans Faverges, c'est plutôt de la grosse piste, ce qui permet aussi de prendre plus de personnes avec une grande montée qui étale bien, et ça permet d'étaler le flux. Patrick, je vais profiter pour te réveiller un peu. Non, mais justement, j'allais rebondir. Dire parce qu'en fait, c'était la question. Juste la liaison entre ce qu'on fait actuellement, parce que c'est bien aussi de savoir ce qu'on fait concrètement actuellement. Ce que dit Stéphane, c'est que là, on a tous les inscrits. Donc actuellement, effectivement, on est en train de faire le fichier de calcul de densité par rapport à leur niveau sur tout point du parcours. Donc comme ça, on va avoir la densité, parce que y a le tour complet le samedi, mais le dimanche, au le moment où la Marathon Experience va rejoindre un peu la Short Race sur la fin, et en fait on a ce calcul de densité, et c'est des fichiers Excel, hein. Et en fait c'est là où ça nous permet de dire tiens, là on peut optimiser. Donc c'est pour ça que parfois les coureurs se disent mais attends, 3 mois avant ils décalent le départ d'un quart d'heure. En fait on décale le départ d'un quart d'heure parce qu'on s'est aperçu qu'en termes de densité on peut encore optimiser. Et donc on travaille là-dessus. Donc voilà, concrètement en ce moment, on a Zoé qui travaille avec Stéphane sur le calcul de densité. D'où la question sur les secours, en fait, c'était pour ça que je voulais Avant de venir sur les secours, pour compléter ce que dit Patrick, en fait, quand tu crées la course, tu sais pas qui vient courir. Tu as un homme de coureur. Mais un exemple concret, et qui parle énormément aux gens. Si vous avez 300 Kilian Jornet, ça n'existe pas, on est d'accord, mais imaginez. Alors en fait, vous allez avoir des problèmes sur le parcours. Et oui. C'est pas une histoire de fort, de moyen ou de moins aguerri à la course à pied, c'est une histoire de densité de niveau. La chance qu'on a sur une maxi, c'est qu'on a toutes les courses complètes ou presque. Il reste quelques places sur le 60 km à l'instant T. Et on peut avoir le niveau par les index de performance des coureurs. Et c'est là où on sait ces histoires de densité et du coup à quelle heure la majorité des personnes passeront à quel endroit du parcours. Voilà. Et c'est une grande chance de pouvoir le faire en amont, quelque chose qu'on ne faisait pas en 2015, 16, 17. On l'a fait effectivement à partir de 2020. On s'est plus posé la question là-dessus parce qu'on a en fait autour des, pour parler un peu aux connaisseurs, 450, 500 en indice Citra. On a énormément de coureurs. Et cette bulle-là, on est obligé, sur les sas de départ, de la couper en deux. Généralement, on la coupe en deux pour justement que ce soit plus fluide pour les coureurs. C'est vrai que je profitais de rebondir sur la façon de la répartition des coureurs sur le parcours pour parler en fait finalement des secours, comment ça se passe. Est-ce que ça se définit à partir du moment où on sait à peu près les horaires, les passages ? C'est un tout. Après, il faut déjà que les parcours soient définis. Après, les horaires, c'est juste une question de planification. Donc ça, c'est pas spécialement un problème. Après, les secours, si on veut simplifier je vais essayer d'être simple. Parce que c'est toujours un peu compliqué de parler des secours. Parce que c'est les secours, pour faire des données chiffrées, on a sur 2 jours, c'est 2000 heures d'intervention. Ça va du médecin urgentiste au PC course, donc régulation, jusqu'au secouriste. C'est à peu près une vingtaine d'ambulances en simultané
sur l'ensemble du parcours. C'est sur le week-end, ça va être 120 personnes qui interviennent le samedi, à peu près 80 le dimanche, parce qu'on a quand même une partie du lac en moins. Et ça va de différentes compétences, donc je disais médecin ou infirmier urgentiste jusqu'au secouriste ou au conducteur d'ambulance. Donc voilà, ça fait déjà un volume de personnes qui est très importante. On rajoute là-dedans la sécurisation, parce que je les compte un peu dans les secours, c'est nos guides, parce que voilà, on a des guides qui sont pas juste des guides, c'est aussi des pompiers qui interviennent dans le secours en montagne. Donc voilà, il y a souvent une double compétence. Et après, pour que le coureur il ait un peu une image, je vais prendre le lac, c'est 23 km de long. Enfin, l'ensemble des parcours de la Maxi Race, c'est 23 km sur 16 km. Ça fait 370 km² qu'il va falloir sécuriser avec un lac au milieu et un territoire enclavé avec pas mal de montagnes, de points hauts, de points bas. Donc, en fait, une fois qu'on a ce constat, 370 km², j'ai du mal là. Voilà. En fait, c'est 2 jours, 2 nuits, entre 500 mètres et 1700 mètres d'altitude. C'est par beau temps, par mauvais temps, avec un coureur qui, dans les premiers kilomètres, est totalement lucide et dans les derniers kilomètres, par rapport à l'effort qu'il a fourni, il peut être fatigué, moins de lucidité. Il est parfois moins rationnel. Voilà, on a tous été compétiteurs. On sait que quand on a un dossard, voilà, des fois on est jusqu'au boutiste. Et tout ça, il faut pouvoir le sécuriser. En moins de 30 minutes, il faut qu'on puisse intervenir à n'importe quel endroit du parcours sur une personne, et quelles que soient les conditions. Donc notre problématique, elle est partie de là. Donc en gros, on met des médecins sur les points hauts. Voilà, enfin, tous nos secouristes, ils sont plutôt sur les points hauts. En termes d'organisation, alors je vais prendre là. En gros, on a un poste médical avancé avec un PC course qui sont ici au niveau d'Annecy. Donc un PC course, c'est quoi? C'est un logiciel de gestion de l'ensemble des secouristes avec une main courante digitale. C'est un secouriste régulateur avec un médecin régulateur, comme quand on appelle le 112. Les 2 numéros d'abandon, enfin les 2 numéros d'urgence sur le dossard, ils tombent sur ce PC course. Ce PC course, il y a Marie, qui est la gestion globale du PC course. Et après, de là, on a des moyens de communication, téléphone, radio, avec des relais radio. Donc l'information arrive, soit par le coureur ou par nos bénévoles ou par nos chefs de section. En tout cas, l'information arrive. Et après, il faut réagir rapidement. On va mettre des secouristes et des médecins. On a 2 niveaux. On a ceux qui sont en montagne. On va les mettre plutôt sur des points hauts. Ici, col de Cochette, enfin Semnoz, col de Cochette. On va mettre sur le secteur Faverges. Plutôt ici, Faverges, je vois un peu à l'envers. Après, voilà, on a tout le secteur Tournette, où on va avoir des guides et des secouristes. Et puis sur le secteur Verrier. Donc ça, ceux qui sont en haut dans la montagne, c'est des secouristes qui sont formés pour pouvoir intervenir et évacuer sur sentier. Parce que nous, notre modèle, il est fait pour ne pas faire appel à un hélicoptère privé déjà et ne pas faire appel au secours public. Mais j'y reviendrai tout à l'heure, parce que c'est un sujet aussi. Voilà, donc ça, c'est des secouristes qui ont un certain niveau de compétence et qui sont soutenus par des médecins qui sont sportifs et urgentistes. Voilà, sur les points hauts. Comme ça, par gravité, on descend plus facilement d'un côté ou de l'autre. Et après, vous comprenez qu'il peut avoir du coup plusieurs médecins en poste en même temps. Donc il y en a jusqu'à 6 ou 8 en même temps sur le parcours, parce que le médecin qui est sur ce sommet-là, il ne peut pas intervenir ici. Donc voilà, on a quand même un grand nombre de médecins répartis sur le parcours, en plus de ceux que Patrick va parler là dans la suite, qui sont dans les vallées. Voilà. Donc ça fait 8 à 10 médecins, et puis les 75 secouristes, ils sont répartis partout. Et après, on a un niveau plus bas, mais qui est très important, c'est la Croix-Rouge, qui sont le plus nombreux. Et donc la Croix-Rouge, eux, ils interviennent sur le terrain pour récupérer des coureurs quand c'est accessible avec une ambulance ou avec un 4x4, d'accord ? Donc, soit ils peuvent le récupérer directement, soit ils font jonction avec le secours spécifique montagne. Et donc, eux, ils peuvent s'appuyer sur, ici, un poste médical avancé qui peut accueillir jusqu'à 20 personnes en médicalisation. Et après, on a des dispositifs de premier secours
qui sont des dispositifs avec tente et chauffage, voilà, de moyenne envergure, on va dire. Et il y en a un au Semnoz, il y en a un à Doussat, il y en a un mobile à Faverges et il y en a un au niveau de Menton-Saint-Bernard. Voilà, donc ça, c'est un peu l'organisation. Et 99% du temps, en fait, on est autonome et on est en capacité de gérer n'importe quelle blessure. Maintenant, nos médecins sont des médecins urgentistes, ils ont l'habitude de travailler en régule et ils savent très bien quelle va être à un moment la limite où on peut faire appel au secours public. Ça peut être le SAMU, ça peut être un moment l'hélicoptère parce qu'on ne peut pas transporter quelqu'un d'une certaine manière, voilà, par rapport à ces blessures. Et il ne faut pas voir les secours publics comme un échec de la part de l'organisation, mais c'est qu'à un moment, elle est en capacité de se dire ok, là, on a besoin de l'échelon supérieur pendant un court instant, mais on est dans l'exceptionnel. Et donc voilà, c'est cette façon de faire. Et après, ou alors on agit comme on a fait avec Stéphane l'année dernière, c'est-à-dire qu'on arrête les courses au col de Bluffy, parce que là, effectivement, même avec des secours publics, voilà, on a un process, on l'a expliqué, on est arrivé au constat qu'il fallait arrêter la course là pour la sécurité des coureurs, et on l'a assumé, et je pense que l'entière majorité de la communauté l'a compris. Voilà. Donc les secours, c'est ça. Et pour faire le parallèle avec ce que tu dis toute l'année, et là, on va faire une réunion dans pas longtemps avec l'officier montagne du SDIS, avec toutes nos entités secours. Voilà, on est loin de la course, mais on va faire un moment d'échange entre les médecins, les infirmiers, les secouristes, pour pouvoir retravailler un peu nos process de secours, et qu'il y a un échange entre eux, parce qu'effectivement, pendant la course, on est dans l'opérationnel, et à un moment, l'automne, c'est aussi ce moment où on va pouvoir faire des retours d'expérience de chacun, parce que tout le monde intervient sur différents trails, et effectivement, chacun a des retours à faire, et c'est comme ça qu'on grandit et qu'on progresse chaque année. Ce premier épisode touche à sa fin. La Maxi Race, oui, c'est dans 6 mois à peu près. Est-ce que vous avez un petit message ou un petit teasing à faire pour les coureurs qui nous écoutent? Quelque chose qui les attend et qui peut les surprendre cette année? Non. Tu nous surprends avec ta question? Bah oui, il fallait. C'était pas prévu dans ton... Non, elle n'était pas prévue, mais ça, j'avais fait en sorte que tu ne saches pas tout. Non. Alors, si j'étais devin, et puis si j'étais Monsieur Météo, j'aimerais bien qu'il y ait un super beau temps sur cette édition 2025 pour qu'on puisse profiter des beaux spots. Mais non, je pense que je me dis que c'est la première fois qu'il y aura une Maxi Race, c'est-à-dire Tour du Lac avec 100 km. Donc je souhaite un maximum de coureurs d'être finisher sur un 100K de la Maxi Race, parce que ce sera une première. Ouais, moi je dis profiter aussi de ce qu'on essaye de mettre en place, les différents podcasts, les vidéos, etc. Tout le long de l'année. Ce n'est pas que la Maxi, c'est pas que la finalité, c'est tout le chemin qui vous emmène, vos coureurs, jusqu'à l'édition, votre préparation intellectuelle, physique, psychologique. On aura quelques podcasts là-dessus. Votre prépa, voilà, tout ce chemin qui est peut-être presque le plus important que l'événement lui-même. Certains d'entre vous auront on va dire le malheur de se blesser quelques jours avant, pourront pas participer, mais ça sera pas un échec non plus, parce qu'il y aura eu toute la préparation, et c'est ça qui est aussi important dans l'organisation, dans un event, quand on s'y inscrit. C'est vraiment d'avoir ce cheminement tout le long de l'année, et puis on va essayer de vous accompagner avec l'aide de Benoît et d'autres personnes sur toute cette préparation. Merci Stéphane, merci Patrick. Merci à toi, merci à vous pour votre écoute. Voilà, c'est la fin de ce premier épisode. Merci à Ravision Studio de nous avoir accueillis dans ces locaux. On se retrouve le mois prochain au programme Préparation mentale. D'ici là, sportez-vous bien.